Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mardi 21 janvier. Voici les titres de cette édition. Chaque année, ils font leur retour dans le ciel vendéen au mois de janvier. Les étourneaux sont la cause de nombreuses nuisances sonores et olfactives pour les habitants des centres-villes vendéens, alors les municipalités s'organisent pour les faire fuir. Nous vous emmènerons également dans ce journal aux côtés d'une association mahoraise implantée en Vendée. Un mois après le passage du terrible cyclone Chido qui a ravagé l'île de Mayotte, ces bénévoles s'organisent pour envoyer un conteneur de produits de première nécessité pour venir en aide aux victimes de la tempête. Enfin, zoom sur une reconversion professionnelle pas comme les autres, celle d'un ancien cycliste, Kevin Reza, reconverti aujourd'hui en directeur de crèche. Cela se passe à Aisne. Mais on commence ce journal avec un rendez-vous que vous donne le centre aquatique du Pays des Achards. Le 19 février prochain, il organisera une journée mission baignade sans noyade. L'objectif, permettre aux participants de tester leur capacité dans l'eau, mais également de pratiquer les gestes de premier secours. En 2024, entre le début du mois de juin et la fin du mois d'août, près de 980 noyades ont été enregistrées en France, dont 270 décès. On est parti d'un constat où il y a quand même encore beaucoup de noyades, alors pas que sur les côtes, on va dire vendéennes, mais dans toute la France, de toute façon. Il y a encore beaucoup de personnes qui ou ne savent pas nager ou ne sont pas à l'aise dans l'eau. Il y a beaucoup d'accidents dans les piscines privées, dans des plans d'eau, dans des étangs, etc. Et donc il était important un petit peu de faire un bilan. Les gens vont pouvoir venir pour faire un bilan quelque part de leur capacité et de comment ils réagiraient en cas d'accident. Et là, on va pouvoir leur permettre de s'entraîner. Vous les avez sans doute remarqués dans le ciel de nos grandes villes du département, les étourneaux sont particulièrement nombreux depuis quelques semaines en Vendée, près de 80 000 au début du mois de janvier. Leur nombre a diminué drastiquement en quelques semaines en raison des campagnes d'effarouchement organisées par les municipalités, car oui, les étourneaux provoquent de nombreuses nuisances dans nos rues, comme a pu le constater notre journaliste Mathis Pires. Place de la Vendée, 18h, les premiers étourneaux arrivent. Depuis décembre, entre 70 et 80 000 étourneaux survolent cette place. Et chaque soir, chaque oiseau produit une quinzaine de grammes d'excréments. Recouvrant le sol et le mobilier urbain, cette voiture par exemple, restée trop longtemps stationnée, en a aussi fait les frais. Alors les fientes des tourneaux, en fait, vous les voyez au sol, là, c'est l'odeur et puis l'aspect un peu sale quand même qu'on peut constater. Ça fait quand même une sacrée concentration de fientes, d'odeurs, de bruit qui sont assez désagréables en fait. Une situation désagréable pour les habitants proches de la place. J'ai un appartement avec une terrasse, j'attends qu'il soit parti pour la nettoyer parce que ça sert à rien. Et sur les façades, il n'y avait jamais autant de déjections. C'est surtout ça qui est surprenant. La raison de la forte présence de ces volatiles est un phénomène naturel. À cette période de l'année, l'ouest de la France est placé au milieu du passage de ces migrateurs. Les étourneaux ici, vous avez deux populations qui investissent la Roche-sur-Yon à deux moments différents. Vous avez d'une part en juillet des oiseaux qui vont venir, qui sont des oiseaux autochtones. Donc c'est post-saison de reproduction, les couples et leurs jeunes se rassemblent et s'installent en dortoir en centre-ville une fois encore pour être à l'abri de leurs prédateurs. Première raison. Et ensuite en novembre, généralement, on a une deuxième population qui elle arrive, soit de Scandinavie, soit de Russie directement, et qui elle est sur un processus migratoire. Ce processus migratoire normalement est censé les pousser jusqu'en Espagne, mais si ils ont des ressources alimentaires et de la sécurité, ils restent tant que les deux éléments sont conjugués. Donc nous, on ne peut pas jouer sur les ressources alimentaires, donc on joue sur la sécurité pour provoquer un départ migratoire vers le sud. Pour les pousser vers l'Espagne, ils utilisent un rapace, mais aussi des moyens pyrotechniques. Nicolas et son équipe sont restés 3 nuits sur place pour faire fuir les étourneaux. On les fait chasser sans jet. Le 14 décembre dernier, le cyclone Chido dévastait une grande partie de l'île de Mayotte. Plusieurs semaines après cet incident tragique, en métropole, de nombreuses associations continuent de s'organiser pour collecter des dons à envoyer sur l'île. En Vendée, une association mahoraise s'apprête à envoyer des biens de première nécessité, comme de l'eau, de la nourriture ou des produits hygiéniques par l'intermédiaire d'un conteneur maritime. J'ai tous mes proches à Mayotte et puis avec ce cyclone, on va dire que
Physiquement, il vaut bien, mais après, ils sont exténués. Là, on en profite parce qu'en fait, ça nous touche encore d'autant plus parce qu'on est des enfants de là-bas. Et c'est vrai que ce cyclone a tout dévasté, c'est le mot qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on a une association à Mayotte, plus précisément vers le nord, auquel eux, ils sont prêts, ils sont bien organisés justement pour tout recevoir et pouvoir les distribuer dans la commune là-bas. L'association a été créée pour aider les jeunes étudiants qui arrivent ici en Vendée, les accompagner au niveau administratif pour ne pas les laisser seuls. On expédie le don directement à des associations qui sont sur place pour faire la distribution. Des bouteilles d'eau, des gels douche, des serviettes hygiéniques pour les femmes, des couches pour les bébés, des gels hydroalcooliques. Ça a été rapide et efficace, donc c'est très bien. Donc un grand merci à eux et à ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Voilà maintenant 3 ans que le cycliste professionnel Kevin Reza mettait fin à sa carrière en quittant le peloton. Le sprinter passé par l'équipe cycliste de Jean-René Bernaudot, Team Europcar, puis Team Total Energy, a décidé de laisser derrière lui le monde du vélo. Et depuis un mois, il a ouvert sa micro-crèche à Esnay, une reconversion pour le moins originale qu'a pu découvrir pour nous Louise Viager. Des jouets, des toboggans et des enfants, le quotidien de Kevin n'a plus rien à voir avec sa carrière de sportif de haut niveau. Ce champion de France de cyclisme sur piste a décidé de tourner la page après 11 ans de carrière professionnelle. Je sais que j'ai eu un déclic quand j'ai arrêté ma carrière, j'en voulais plus. Voilà, c'était une chose qui était claire nette dans mon esprit. Après, j'ai eu quand même 2 bons mois de réflexion pour savoir ce que je voulais faire exactement et de quelle manière je voulais aussi m'y prendre. Et voilà, j'ai arrêté ma carrière fin d'année 2021 et en 2 mois, je savais vers où me tourner, vers quelle personne me diriger. Et ça a été assez simple et limpide pour moi, quoi. La Raise Moquette, sa micro-crèche, est ouverte depuis le mois de décembre. La Raise, c'est le surnom donné par ses coéquipiers au début de sa carrière de cycliste en Vendée. Et il me fallait illustrer ce surnom à mon univers qui était le vélo. Et je me suis dit pourquoi pas avoir des petits bonhommes sur leur vélo avec, en référence à mes amis qui me tiennent à cœur et puis qui me suivent toujours et qui, moi aussi, je les suis toujours dans leur carrière. Kevin garde toujours des traces de son passé de sportif de haut niveau, une expérience qui l'aide aussi aujourd'hui à gérer sa société. Voilà, j'ai eu des petits pépins par rapport au début de ma crèche. Si j'avais pas eu le mental et les montagnes russes que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière, je pense que j'aurais déjà laissé tomber et puis je serais passé à autre chose. Voilà, les petits pépins qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, ça me paraît simple à gérer. L'ancien coureur espère ouvrir une 2e crèche dans quelques années. Connaissez-vous le softball? Cette nouvelle discipline est un dérivé du baseball et sera d'ailleurs à l'honneur lors des Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. En Vendée, ce sport gagne en popularité avec notamment la mise en avant de l'esprit d'équipe et du partage. En voici quelques explications avec le coach de l'équipe de Champ-Saint-Père, rencontré à l'occasion du dernier match de l'équipe face à celle de La Rochelle. Ce qui change essentiellement entre le baseball et le softball, c'est la taille du terrain. En softball, le terrain est plus petit, ce qui fait qu'il y a un jeu qui est plus rapide. Les balles sont plus grosses et ce qui change vraiment le plus, c'est la façon de lancer. Au baseball, on lance essentiellement par-dessus, alors qu'au softball, on doit lancer obligatoirement par en dessous. Alors à ma connaissance, c'est plus ou moins en train de se développer quand même, surtout au niveau du niveau de jeu. Par rapport à quand j'ai commencé dans notre région, le niveau de jeu a quand même énormément augmenté. Donc l'idée, c'est justement essayer de recruter des gens et que ça se fasse connaître le plus possible. Là, cette année, on est un peu faible sur la section des jeunes parce qu'on n'a pas eu de forum des sports parce qu'il y a eu tous les 2 ans. Donc on espère sur l'année prochaine pouvoir recruter beaucoup plus de personnes.
Prenons désormais le chemin de l'église Notre-Dame de l'Assomption de Châteauneuf qui accueillait dimanche dernier des représentations de la comédie musicale Les Misérables, 2 séances de 2 heures programmées devant près de 150 personnes venues assister au jeu des 5 acteurs professionnels de la troupe, reprenant notamment les meilleurs titres de la comédie musicale de 1981. En mettant des costumes, on va dire, de base, on représente plusieurs personnages. Donc en changeant de veste, on bascule par exemple de Jean Valjean à Enjolras. Il y en a qui basculent de Fantine à Madame Thénardier. Enfin voilà, juste des petits accessoires qui montrent comment le spectacle évolue. Et nous avons un narrateur en voix off qui permet de raconter l'histoire pour pas que les gens soient perdus dans l'histoire. Le cadre est très beau, l'acoustique est très intéressante. Ça fait drôle d'entendre les voix résonner comme ça. Et puis c'est un lieu plein de charme, c'est des bâtiments magnifiques, donc c'est chouette, on est fiers de jouer dans une église. Oui, on a une belle proximité aussi avec le public, donc ça c'est encore différent de ce qu'on vit nous d'habitude, donc ça va être chouette et ça va nous surprendre je pense aussi. Ouais. 73e jour de course pour les skippers rescapés du Vendée Globe et les prochaines arrivées se précisent. C'est le skipper charal Jérémy Bayou qui devrait être le prochain à franchir la ligne au Sable d'Olonne dans la nuit de mercredi à jeudi. Suivent derrière lui Paul Meillat et Nicolas Lunven. Les 2 Français viennent de dépasser le Britannique Sam Goodchild qui a vu sa grande voile exploser à cause de la très violente dépression que les skippers traversent actuellement. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le reste de la course, Alexandre Lenaour vous donne rendez-vous dans le journal du Vendée Globe juste après cette édition. Allez, c'est l'heure de jeter un œil à votre météo de ce mercredi matin et les nuages font leur retour dans le ciel vendéen. Conséquence, les températures sont en hausse. Le mercure affichera 6 degrés à la Châtaigneraie et à Fontenay-le-Comte. Il fera 7 à La Roche-sur-Yon et aux Herbiers et jusqu'à 10 pour la maximale sur le quart nord-ouest de la Vendée. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous demain matin dès 7h dans la matinale aux côtés de Simon Felipeau. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.